Merci à tous de se joindre à nous pour ce webinaire à nouveau de l'USTV où on a demandé à Aurélie Reg et Benoît Dariotor, tous les deux enseignants et artistes, chacun dans un domaine différent, vitrail et puis souffleur de verre au chalumeau, de nous raconter comment on enseigne les métiers du verre. Ils sont tous les deux enseignants. Pour Aurélie au lycée Lucas de Néou à Paris et pour Benoît au lycée d'Orient à Paris également. Et ils forment de futurs professionnels aussi bien sur le vitrail que sur le soufflage de la verrerie scientifique. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler, moi, de comment enseigner le vitrail et la peinture sur verre. Donc, voici le petit plan. Je vais commencer par vous parler du lycée, donc une présentation du lycée et de ses filières et des différents niveaux et métiers enseignés. Puis, mon parcours et comment je suis arrivée au vitrail, quelle a été ma formation, mon cursus et ce qui m'a amené à enseigner. Ensuite, je vais vous parler de ma façon d'aborder la pratique du vitrail avec les élèves, avec des profils absolument différents, pour ensuite parler de mon approche pédagogique et de ce que j'ai pu développer pour améliorer mon enseignement, pour terminer ensuite par les débouchés possibles. Donc, je vais vous faire un historique extrêmement condensé de ce qu'était le site de Lucas de Néou. Mais avant, je vais vous expliquer le fonctionnement du lycée. On est sur 2 sites différents. Un site sur rue des Feuillantines qui travaille, en tout cas, c'est un lycée du verre, ça c'est certain. Feuillantines, c'est vitrail, décoration sur verre, et Friant, c'est miroiterie décorative et miroiterie tout court. Donc en gros, avant d'être notre lycée du verre, le site des Feuillantines c'était des appartements. Donc Victor Hugo a vécu dans le lieu en 1811. Ensuite, il y a eu Georges Sand en 1866. Ça a été démoli pour fabriquer une école pour des petits et ça a ouvert en 1878. En 1942, donc il y a la guerre, l'école ferme et la milice française prend possession des lieux. Ça devient le quartier général. On y creuse des sous-sols jusqu'à 20 mètres et ça donne sur des hôpitaux, des bureaux et encore actuellement, on a des visites de temps en temps qui ressortent par les souterrains. Ce sera muré en 1985. Après-guerre, l'école est rénovée et c'est devient une école du verre. On y travaille le verre. En 1947, une formation est ouverte au verrier au chalumeau. En 62, la miroiterie. En 68, le chalumeau Paradorian, donc chez mon collègue Benoît. Et en 85, le vitrail et la décoration arrivent sur le lieu. Lucas de Néou, en fait, c'est l'inventeur du procédé du verre par coulage. Donc voilà pour le résumé extrêmement rapide de ce qu'est le site. Nous sommes formation Greta et on a une quantité énorme de partenariats qui sont un petit peu listés ici, mais on en a énormément, qui permettent vraiment d'apporter une plus-value aux formations proposées. Je vous ai mis les liens Instagram juste ici et le site de l'école. On essaye de communiquer énormément sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes un établissement labellisé Erasmus qui permet à nos élèves de partir étudier et de faire leur stage à l'étranger. Notamment, en ce moment, j'ai une élève qui est en Lituanie pour un stage. Voilà, donc on fait également partie du campus des métiers d'art et du design de Paris. C'est un organisme dirigé par l'ENSAMA et le Mobilier National. Et ça a pour but de regrouper les écoles d'art et du design de Paris et de valoriser les établissements et les formations. Et notamment, là, on a fait une énorme exposition au Gobelin en partenariat avec la cristallerie Saint-Louis. Donc les différents niveaux. Oh, ça a été un peu vite. On peut commencer par un CAP. Donc en gros, on arrive avec un niveau soit sortie de troisième, soit en reconversion, soit plein de choses différentes en fait. Vraiment, on peut arriver à plein de possibilités. On peut faire, donc pour ce qui est métier, je ne sais pas si vous voyez ma souris, pour les métiers du vitrail et la décoration sur verre, c'est le CAP Art et Technique du verre qui amène un BMA verrier décorateur et qui peut ensuite se poursuivre soit sur un DNMA toujours dans l'établissement, soit sur une formation complémentaire reconnue de peinture sur verre.
Et après, il y a des formations identiques en miroiterie et des formations en alternance parce qu'on est aussi CFA. Je vous ai mis une photo ici juste de l'atelier qui vient d'être rénové pour être aux normes de sécurité concernant le plomb. Donc la première étape, c'est d'apprendre aux élèves à la sécurité. L'hygiène et la sécurité, c'est de mettre les EPI. Là, je vous ai mis des très vieilles photos de quand j'ai commencé à enseigner ou on travaillait dehors sur des tréteaux quand on faisait des travaux sa licence. Ça, c'est absolument fini. Maintenant, les élèves accèdent dans les ateliers par des casiers propres où ils déposent leurs vêtements de ville, leurs sacs, leurs affaires, pour arriver dans des casiers dits sales où là, il y a des cottes intégrales, des chaussures de sécurité qui leur sont fournies, voire des charlottes pour se protéger les cheveux, des gants, bref, tout l'équipement absolument complet pour se protéger du plomb et des matériaux toxiques. Donc vraiment, la première étape de l'enseignement, c'est de leur apprendre à utiliser les EPI et le matériel de protection. Alors pourquoi vous parlez de mon parcours? C'est qu'en fait, mon parcours et mon activité d'indépendante sont omniprésentes dans le quotidien et conditionnent vraiment mon approche pédagogique. C'est un lien permanent entre les deux, entre l'enseignement et le parcours d'indépendant. Et ça, l'un nourrit l'autre, en gros. Donc, pour aller vite, ça, c'est une photo de moi à Lucano. Donc, pareil, les questions d'hygiène n'étaient pas les mêmes à l'époque et de sécurité. Donc, au collège, on a tous été sensibilisés à différents métiers et moi, j'avais vraiment accroché sur le vitrail. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de tête. Et quand j'ai commencé à m'ennuyer en cursus général, j'ai tout fait pour pouvoir intégrer une formation professionnelle. Donc, j'ai commencé par un CAP Arts et Techniques du Verre au lycée Lucano, puis un BMA, toujours en vitrail. Après une année de mise à niveau, j'ai intégré Olivier de Serres en DMA, décor architectural, option vitrail, pour finir par une licence et un master en préservation des biens culturels, toujours en vitrail. Donc en fait, j'ai tous les diplômes qui existent dans la formation, j'ai un cursus complet et mine de rien, ça permet aussi de montrer aux élèves et de parler aux élèves plus concrètement de l'après lycée. Donc là, je vous ai mis le détail des contenus des 2 formations post-bac, donc les formations qui ne sont pas enseignées à Lucano. Donc le DMA Olivier de Serres à droite, qui est devenu maintenant un DNMAD, et le parcours universitaire sur la gauche. Donc rapidement, je vous présente quelques chantiers un peu importants, histoire de vous montrer quel est le lien concret que j'entretiens entre l'enseignement et la pratique du métier. Donc j'ai été diplômée en 2010, du dernier diplôme que j'ai passé. J'ai été salariée immédiatement et au bout d'1 an, il n'y avait plus de travail dans l'atelier, donc nous étions au chômage technique et le hasard a fait qu'un prof de Lucano s'en allait. Donc on m'a sollicité pour le remplacer. Donc j'ai gardé mon CDI en parallèle de l'enseignement jusqu'en 2016, jusqu'à ma titularisation. Et je suis passée de salariée à indépendante, tout en enseignant à temps complet. Donc ça demande une grande organisation, beaucoup de travail le week-end, bien sûr, mais ça marche absolument et l'un vraiment nourrit l'autre. En tant qu'indépendante, moi, j'aime beaucoup répondre avec des grosses structures, des petites structures, des ateliers, bref, différentes sociétés. Ça permet d'évoluer, de se remettre en question et d'être au plus juste de la réalité du métier, en fait. Dans la pratique de mon métier, l'approche générale est similaire à ce qu'on demande aux élèves. Donc, c'est le travail d'équipe, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la rigueur, c'est l'organisation. La pratique est en atelier et en chantier, seul ou en collaboration. Donc ici, je vous ai mis justement une photo de travail en atelier et en chantier. Donc à gauche, c'est sur Troyes et à droite, c'est sur la cathédrale de Chartres. Donc en tant que diplômée en master, j'ai pu participer à un grand nombre de chantiers, notamment sur la Sainte-Chapelle. J'étais salariée et embauchée et j'ai participé à l'ensemble du chantier, de la dépose à la restauration jusqu'à la repose. Et mes photos ont toujours un but pédagogique, sont toujours à but pédagogique. Donc j'essaye de faire des zooms sur les structures métalliques pour qu'on puisse ensuite parler serrurerie avec les élèves. J'essaye de montrer quels sont les gestes. Parfois, je filme aussi. Je prends des photos de structures, de feuillures pour montrer aussi aux élèves où va s'intégrer le vitrail et comment va falloir le fabriquer pour qu'ils puissent entrer là-dedans. En fait, vraiment, toutes mes photos que je fais en tant qu'indépendante ou tous les travaux que je fais en tant qu'indépendante ont une portée pédagogique par la suite. Donc là, c'est sur la cathédrale de Chartres. Je me suis rendu compte aussi que depuis le premier jour où j'ai commencé à apprendre le vitrail, j'ai travaillé sur la cathédrale de Chartres. Donc que ce soit en tant que mon premier stage de CAP
à mon emploi étudiant quand j'étais plus jeune, ou mon sujet de mémoire, ou actuellement j'ai des baies en fin d'année à restaurer. J'ai toujours travaillé sur la cathédrale de Chartres. Donc l'avantage de ce genre de photos, c'est que ça montre aux élèves des éléments peints qui sont maintenant absolument inaccessibles et plus visibles, à part avec des échafaudages. Ça montre aussi les systèmes de pose de vitraux qui sont absolument particuliers sur Chartres. Et voilà, on peut parler de plein de notions différentes. Ça permet de concrétiser des notions qui sont, la plupart du temps, théoriques. Donc ça permet vraiment d'illustrer des propos et d'aller dans le concret directement. Les photos permettent de mieux comprendre et ça permet d'être moins dans l'abstrait. Hem Oui, c'est ça. Mon expérience parallèle leur montre une vue de l'intérieur au plus proche du sujet. Ça leur permet de faire partie de l'histoire et pas seulement en parler en théorie. C'est pas juste leur montrer des livres, mais coller au plus juste de la réalité. Donc ici, la dépose d'urgence des vitraux de Notre-Dame après l'incendie, je faisais partie de l'équipe de diplômés. Ça permet d'aborder des notions de sécurité, de parler de la toxicité des matériaux, du plomb, en collant au plus juste de l'actualité. C'est du concret, c'est vraiment du parlant. Et ça, voilà, ça permet l'échange et le partage et le dialogue. C'est également utiliser des cas très particuliers, comme ici une pièce qui a été explosée, en atelier, que j'ai recollée à la pince à épiler. Donc ça permet d'aborder des notions plus générales comme, préserver, conserver, puis parler de ce qu'est un collage, une retouche, un doublage. Cela permet d'introduire des notions plus larges, de les sensibiliser à la conservation-restauration, qui sera la principale activité qu'ils vont exercer en sortant de l'atelier. Même si c'est un peu en dehors du programme, ça permet vraiment d'être au plus juste de ce qu'ils feront plus tard, en fait. Ça les concerne absolument. Et sur des chantiers plus classiques, comme ici la fabrication d'une vitrerie, ça permet d'aborder des notions du programme comme le tracé, la prise de gabarit, l'utilisation de logiciels, informatiques comme AutoCAD. C'est monter une vitrerie qui sont typiquement de l'apprentissage, de CAP et qui apportent des problématiques intéressantes et complexes. Et j'aborde également une facette du métier en conservation-restauration très spécifique qui est le constat d'état et le diagnostic. Je leur montre l'importance du numérique dans la pratique, et dans la pratique du métier, et l'importance de l'observation. C'est également montrer la particularité de chaque époque. Donc ici, les 2 photos du bas, même celle du haut d'ailleurs, toutes les photos, c'est des vitraux 16e, avec des mises en chef-d'œuvre qui sont des techniques très particulières en vitrail. Donc c'est vraiment, encore une fois, aller dans le concret et dans le concret, quoi. J'ai pas d'autres. Donc voilà quelques sujets que je peux donner à mes élèves qui sont vraiment en lien direct avec les chantiers que j'ai pu faire. Donc quand je vous dis que l'un nourrit l'autre, c'est vraiment que je pars de photos, de détails. Parce que par exemple sur les têtes de Chartres, c'est des baies hautes. Donc même à la jumelle, on ne voit pas autant de détails que ce que je peux leur apporter en photo. Donc après, on retravaille sur le tracé des plombs et ça leur permet justement de comprendre quel était le tracé à l'époque. Ça permet vraiment de travailler sur l'observation et de travailler sur du réel en fait, pas sur de l'abstrait. Donc là, on a 3 sujets un peu différents, mais qui sont tous les 3 pour des niveaux CAP. Donc l'enseignement. Les classes de c donc moi, je vais vous parler essentiellement des classes de CAP, avec qui j'ai enseigné pendant 10 ans, et ensuite, un peu plus des BMA et des peintures sur verre que avec qui j'enseigne actuellement. Donc les classes de CAP sont constituées de profils et niveaux très différents. Ça peut être des jeunes de 14-15 ans sortis de 3e de collège ou des jeunes en reconversion. Ça peut être aussi des adultes du Greta, mais ça peut également être des jeunes en décrochage scolaire qu'il faut accompagner, encourager, des jeunes porteurs de handicap plus ou moins lourds qui ont des besoins très spécifiques, et il faut s'adapter en permanence. Et tous ces profils différents font la force d'un groupe, mais rendent aussi très difficile l'enseignement, qui est pour un même groupe à plusieurs niveaux. Mais l'objectif reste le même, il faut vraiment qu'ils s'approprient le métier. Donc là, vous avez quelques exemples de réalisations faites par des CAP. Donc le premier exercice avec les petits carreaux, donc c'est la 2e vignette. Donc là, on est parti sur du Minecraft, donc je leur demandais de trouver des exemples de Minecraft dans la rue. Pas de Minecraft, pardon, excusez-moi, de Space Invaders dans la rue pour pouvoir le reproduire en vitrail. Le super-héros, je vais vous le développer un peu plus tard. Une forme très simple de découpe de verre, donc pour faire les petits fantômes de Pac-Man. Et la dernière, c'est la Joconde adaptée.
Les objectifs sont multiples, évidemment l'apprentissage d'un métier, mais également les notions plus larges, plus globales, mais essentielles, qui sont, apprendre aux élèves la pratique, des gestes, des outils et des matériaux et procédés. Donc les gestes, c'est en répétant, en les comprenant. Les outils, c'est en les fabriquant, c'est connaître leur utilité, leur nom. Les matériaux essentiels, c'est les comprendre, permettre de les connaître, connaître leurs limites et leur dangerosité. Et les procédés, c'est la mise en œuvre, c'est permettre, d'avoir une vision globale d'une étape de réalisation. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on répète, absolument tout le temps. La cohésion de groupe, pour moi, me paraît essentielle. C'est vraiment apprendre à travailler avec des collègues, à travailler en chantier, travailler ensemble, en fait, le partage. C'est connaître, ses points forts, ses points faibles, c'est savoir demander, évoluer horizontalement et ne pas attendre les consignes et réponses d'un prof ou d'un chef d'atelier. Les partages et échanges, c'est vraiment élargir ses connaissances à son niveau. Les secrets d'atelier ne font évoluer absolument personne, donc j'essaie vraiment de leur apprendre à partager et à échanger entre eux. C'est expérimenter tout en étant accompagné et encadré. C'est apprendre par soi-même et par ses collègues. Donc, après l'initiative de partenariat, c'est créer des liens entre d'autres corps de métier, d'autres matériaux, c'est s'ouvrir à autre chose. Donc on essaye de créer énormément de partenariats différents, que ce soit, voilà, par exemple, Léonard de Vinci avec les métiers du bois, où on fabrique, des lampes en verre et en bois. C'est le musée de Sèvres avec de la céramique, où on va intégrer des morceaux de céramique dans du vitrail. C'est la bibliothèque Forney pour avoir des exemples de maquettes à l'ancienne. Donc voilà, c'est vraiment, du partenariat dans sa globalité. Mon but est vraiment de leur apprendre à tout transformer en vitrail. Donc pour des CAP, c'est sans peinture et inversement pour des peintres. L'idée est de les impliquer dans leur formation, l'idée est de transmettre une passion, que tout le monde soit content de venir en cours, que ce soit eux ou moi, que tout le monde y trouve un intérêt. Concrètement, je fais un sondage en début d'année pour connaître leurs passions, leurs envies, leurs centres d'intérêt, pour orienter le thème de mes sujets. Donc ça leur permet de s'impliquer dans leur formation et on finit par faire des vitraux Minecraft, Pac-Man, Zelda, où là, il y a du Disney. On est vraiment J'essaye d'être au plus proche de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils, voilà, de ce qu'ils aiment. Donc là, c'est pour revenir sur les super-héros. C'était une année très super-héros. Donc chacun devait choisir un personnage et l'objectif était qu'il puisse, poser, ce vitrail dans une fenêtre. Donc on touche à plein de notions et plein de notions du référentiel qui sont, la prise de mesure, l'adaptation, le dessin, la maquette, le carton, la coloration en fonction du stock, en fait, vraiment, ça touche à toutes les étapes. Donc à gauche, là, vous avez sur la colonne toutes les propositions parce que chacun avait un personnage différent à traiter et à droite, vous avez les différentes étapes. Donc en fait, ils ont travaillé sur le tracé, le calibrage, la coupe, le sertissage. On a vraiment toutes les notions du référentiel. Un sujet comme ça couvre toutes les notions du référentiel. Ils répondent à un cahier des charges ultra précis et l'exercice est absolument complet et très efficace. C'est pas facile à encadrer parce que justement chacun a un niveau et une approche différente, mais le but est vraiment intéressant. Donc ça, c'était pour présenter un peu ce qu'on faisait aussi pendant le confinement, donc beaucoup d'adaptations en vitrail. Donc c'était, des discutes on discute énormément en amont sur les origines du vitrail, sur ce qu'est une découpe de ce qu'est un plomb, à quoi il sert, où le poser pour qu'il soit cohérent. Heu, L'idée, c'est de mélanger la copie, la réadaptation, c'est de toujours s'inspirer de documents, pas partir à l'aventure et toujours sur le thème de leur choix. L'objectif est d'apprendre un métier, ça voilà, on reste sur l'apprentissage du métier. Donc ici, c'était rigolo de voir la façon dont ils approchaient un même document initial. Donc ça, toujours pendant le confinement. Pareil, ça part d'un document initial. Ici, vous avez le document de travail que je leur ai donné et ils devaient le réadapter. Donc on a vraiment mes sujets fonctionnent comme ça. J'ai jamais un sujet unique pour tout le monde. On part d'une base unique et chacun se le réapproprie et l'adapte. C'est aussi ouvrir le champ des possibles par le biais de collaborations internes, donc du co-enseignement avant que celui-ci devienne obligatoire. Donc collaboration avec les élèves, avec les profs, on fait vraiment on échange nos classes en fait. Donc par exemple, là, voilà, c'est Gromit, c'était vraiment un échange entre les décorateurs sur verre et les vitraillistes. Donc les décorateurs sur verre s'occupaient du pochoir, donc on mettait des binômes d'élèves, un vitrailliste, un décorateur sur verre. Donc les vitraillistes montraient aux décos, les décos aux vitraillistes et ils ont fabriqué plein de petits yeux et en fait, on a vraiment une réalisation commune avec des techniques, mixtes. C'est travailler sur d'autres matériaux, c'est travailler sur le pochoir, par exemple. Donc ça, on a travaillé avec la prof d'art appliqué.
c'est travailler la peinture sur verre, donc on a travaillé également avec la prof d'art appliqué, mais ça peut être également avec le professeur de maths pour faire comme le dessin d'après, pour faire du dessin technique. C'est travailler avec la prof de PSE pour pouvoir, travailler sur le positionnement, sur l'ergonomie. La prof de sport aussi, pour, faire des mouvements pour éviter les problèmes de positionnement. Bref, les collaborations sont constantes. Donc ça, par exemple, c'est le premier sujet c'est le deuxième. Le deuxième sujet que je donnais au CAP, il fallait que ça rentre dans la fenêtre, donc chacun avait, des mesures à prendre et un petit vitrail à réaliser. Donc après, j'arrive sur les peintres sur verre. Donc j'ai une liste de notions de peinture à apprendre, donc des techniques, très précises, et ils doivent se les réapproprier, pardon. Donc là, en l'occurrence, ils avaient tous une pièce peinte sérigraphiée de Notre-Dame. Et l'idée, c'est qu'ils devaient me proposer une composition, contemporaine, intégrant cette pièce où on a vraiment l'impression que la pièce a été faite pour le panneau. Donc là, on a 3 propositions. On a celle de droite, où là, on ne sait même plus quelle est la pièce d'origine. On a celle-ci qui est pas aboutie, mais qui est pour l'instant que le dessin, mais pareil, on a vraiment quelque chose de cohérent, et celle-là qui a une forme un peu particulière. Donc on a ce genre de choses aussi qui est, le travail sur l'enlevage. Donc j'essaye de toujours pousser au maximum, les techniques pour qu'ils puissent se les réapproprier et les comprendre. Donc voilà, on essaie vraiment, quand je vous disais qu'on s'adaptait au niveau des élèves, en fait là c'était une année, voilà, c'était une année manga, super-héros, Mario, bref, on a travaillé sur le travail au trait, à partir de Pikachu et de Super Mario. L'idée aussi, c'est de détourner le vitrail. On connaît le vitrail, très classique, très religieux. Là, on essaie vraiment d'en faire des choses un peu rigolotes et didactiques, quoi. En fait, c'est ça. Il faut vraiment trouver des choses, qui les intéressent. Donc là, on avait fabriqué des cartes à jouer en verre. Ici, c'est un exemple de travail, commun. J'essaye d'être au plus proche toujours de l'actualité, donc ou des expos, des événements. Ici, c'était pour les journées des droits de la femme avec, on avait fait un partenariat avec Pénélope Bagieux, et l'idée, c'était de reproduire une de ses illustrations, sur plusieurs volumes de verre en temps très limité. Ils avaient une journée pour le faire et tous ensemble. Donc ça avait très bien marché. C'était plutôt bien réussi et intéressant. Donc voilà, tout ça pour revenir, moi j'ai une liste de compétences à acquérir, hein, le référentiel. Et après l'objectif, c'est de changer les thèmes pour pouvoir, s'adapter. Donc on essaye donc les thèmes changent, la méthode d'apprentissage aussi. Ça peut être un exposé, ça peut être des recherches, un cours inversé. C'est impliquer les élèves dans la fabrication des sujets. C'est vraiment à la demande. C'est proposer des sujets à tiroir. Donc l'élève choisit la difficulté du sujet. Il trace ses propres plombs. Il définit la taille de son panneau, et je les accompagne constamment pour que les acquisitions, finales soient identiques, à tous en fait, tous en fin d'année. Donc là, c'était pour vous présenter quelques réalisations des élèves. Donc on a vraiment des niveaux différents, mais un rendu identique. Donc l'idée aussi, c'est de travailler sur des chantiers écoles. Donc on organise des TP d'application pour que, ce soit le plus proche, du concret et de la réalité. Donc là, c'était pour Estienne, une école d'art. Il fallait déposer les vitraux. Donc l'idée, c'était de gérer un chantier, de gérer le stockage, l'emballage, que chacun ne se marche pas sur les pieds et qu'il y ait aucune casse. Donc c'était vraiment intéressant, et puis c'était, voilà, c'était du concret également. Donc l'approche pédagogique, j'essaie de diversifier au maximum mon approche pédagogique, que les élèves comprennent que son apprentissage est unique et adapté à ses besoins. Ça me permet à moi de me renouveler et de jamais m'ennuyer. Donc je travaille beaucoup d'après photos, ce qui permet de prendre du recul sur son travail et surtout garder une trace. Donc je fais des photos des outils, des photos des pinceaux, des photos de leur réalisation, des photos des erreurs aussi, et on stocke tout ça ensemble sur l'ENT, qui est un site, éducation nationale. Je réalise énormément de mots croisés parce que je suis pas prof de français, donc je peux pas les noter sur l'orthographe, précise, mais un mot croisé, si le mot rentre pas dedans, ça passe pas. Donc on fait des mots croisés à l'envers. Donc là, je leur avais donné le mot, fallait qu'ils me trouvent la définition, et dans l'autre sens, je leur ai donné la définition, fallait qu'ils trouvent le mot, et après ils fabriquent leurs propres mots croisés pour les classes d'après. Ça marche super bien. Le système de mots croisés, ça marche vraiment très bien. Pour tout niveau, ça marche très bien. Travail commun encore, ça c'est avec des CAP. Donc c'était une approche, ça apporte une progression notable aux élèves, vraiment. Donc par contre, c'est extrêmement difficile à mettre en place et à appliquer pour l'enseignant.
mais ça permet de travailler sur la série. Donc là, comme on voit sur les miroirs, on avait tous calculé ensemble combien il fallait de petits carrés pour que ça rentre. On avait fabriqué 10 miroirs, en groupe. Là, on avait fabriqué un ensemble de petits super-héros en pochoir, et les super-héros est un thème qui revient régulièrement. Donc voilà, il y avait, le groupe qui s'organisait de l'agrandissement au carreau, le groupe qui s'organisait pour faire les pochoirs et le groupe qui peignait, qui s'était aussi réparti les couleurs de peinture. Donc ça avait très bien fonctionné. Donc l'enseignement et la pratique, donc moi à titre individuel, sont vraiment 2 approches complémentaires et ça permet d'aborder des notions de copie. Donc en fonction du niveau. Là, sur la gauche, en l'occurrence, c'était la copie, pour des CAP, d'un vitrail du Mans qui date du XIIe siècle, et à droite, c'était des copies pour des, peintres sur verre qui est des vit qui sont des extraits de quoi, des détails de vitraux de Saint-Étienne-du-Mont, du XVIe siècle. Ça, c'est un exemple typique, c'est toujours les 3 têtes de la cathédrale de Chartres. Donc, en bas, traité par une classe de CAP, donc juste le passage des plombs sans peinture, et à droite, traité par une classe de peinture sur verre, où là, on a travaillé sur le carton, une copie à l'ancienne dans les règles de l'art, très traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment un exercice complet et intéressant. De garder un pied dans le milieu professionnel, ça me permet aussi de monter en compétences, mais même sur des chantiers sur lesquels j'ai pas participé, issus d'échanges et de partage entre professionnels, en fait, entre collègues, et ça permet de faire redescendre aussi les connaissances tout en le rendant accessible. Donc là, en l'occurrence, c'était sur la droite, vous avez les cartons des vitraux de la piscine de Molitor, et l'idée, c'était de le reproduire avec les élèves avec du verre imprimé comme à l'époque. Donc ça, c'est un travail typique de CAP. Complexe, mais intéressant. Nous travaillons aussi sur des chantiers écoles de restauration. Donc en fait, quand nos élèves reviennent de stage, on s'est rendu compte ils avaient des notions sur la conservation-restauration très basiques, et on s'est rendu compte de l'importance de les sensibiliser le plus tôt possible à la conservation-restauration pour les aider à se tourner vers les bonnes personnes quand ils seront dans le monde du travail. Donc c'est avoir des bonnes bibliographies adaptées, c'est d'avoir des grandes notions essentielles comme qu'est-ce qu'une altération, qu'est-ce que conserver, qu'est-ce que restaurer, qu'est-ce que le laboratoire de recherche des monuments historiques, qu'est-ce qu'un collage, un tifali, un doublage, une retouche. Donc voilà, c'est des notions qu'on peut aborder par le biais de ce genre de chantier, qui est du faux chantier. C'est des panneaux que j'ai récupérés dans des ateliers qui étaient, soit jetés, soit récupérés, à la suite de brocantes. Donc ça permet de faire des applications concrètes avec les élèves sur des panneaux, qui ont une certaine valeur, historique. C'est également avoir ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec une pièce lacunaire comme celle-ci? Bah, c'est un travail de recomposition, c'est gérer les pièces cassées et lacunaires, donc ça permet de toucher à plein de notions comme le dessin, la recomposition, et on travaille aussi sur des panneaux personnels cassés. Donc ça, c'était une copie que j'avais et qui était cassée, donc on a travaillé comme s'il s'agissait d'un vitrail ancien. Donc on s'inspire aussi de visites qu'on peut faire, avec la classe. Donc là, on avait été à Saint-Denis, on avait pris plein de photos, on avait trouvé de la documentation en faisant des recherches individuelles, et on en avait, conclu qu'il serait intéressant de faire une copie en classe. Donc on avait fait chacun une copie au niveau du CAP. Donc on n'avait pas fait de peinture, mais comme les élèves étaient très demandeurs, on avait fait une initiation juste pour pouvoir, voilà, agrémenter un peu mieux leur copie. Chaque année, j'organise aussi une conférence des verriers, avec comme objectif de créer du lien, en fait. Ça veut dire montrer aux élèves qu'il existe, des professionnels avec des compétences diverses et pas que Paris, et montrer aux professionnels que les élèves sont là, présents, motivés, et que, voilà, c'est créer du lien entre tout le monde. Donc c'est très lourd à organiser, mais ça fonctionne très bien, et donc la première édition, j'avais participé pour encourager tout le monde. Je le ferai plus, c'est pas forcément évident. Mais l'idée, c'est de diversifier et d'avoir vraiment des profils très différents. Donc d'avoir des gens seuls, d'avoir des meilleurs ouvriers de France, d'avoir des grosses structures, et pas que sur Paris. Donc ça marche plutôt bien. C'est très lourd à organiser, mais ça marche très bien. Mince, j'ai perdu le fil de mon propos, c'est pas grave. Enseigner me permet de prendre du recul aussi sur mon métier, donc avec une approche analytique de mes pratiques et de sortir de mon quotidien. J'essaye de toujours participer au sujet dans la mesure du possible. Donc ça, c'est que des réalisations que je fais en parallèle d'eux. Donc pour la copie, j'avais réalisé la copie avec eux, j'avais pas été forcément jusqu'au bout, mais voilà, j'essaye de réaliser en parallèle le sujet avec eux. Ça me permet aussi de voir si le sujet fonctionne bien.
Pour nos élèves aux besoins très particuliers, donc des élèves porteurs de handicap, on en a de plus en plus dans nos classes. Il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent apprendre avec les autres sans être perdus. J'adapte mon approche. Donc ici, pour un élève autiste, j'avais tout reformulé et tout écrit. Et ce qu'on avait fait, c'est j'avais fait des groupes d'élèves et chacun devait travailler sur une technique de travail qui correspondait au référentiel d'ailleurs. Et chacun était en charge de faire les photos des gestes qui leur permettraient de se souvenir et de comprendre ce qu'était cette étape. Donc moi, j'encadrais tout le monde, j'essayais de faire un lien entre chaque groupe et d'avoir les vraies notions et les vraies définitions. Et en fait, c'est eux qui se sont chargés de recadrer, de composer dans la page, d'écrire, donc ça a travaillé sur la techno, ça a travaillé énormément plein de choses. Et tout était affiché au mur toute l'année ça a fait évoluer mes pratiques parce que c'est pas quelque chose que je faisais avant et je me rends compte que ça a aidé les élèves dits plus classiques, traditionnels, en fait. Ça a aidé tout le monde, en fait. Donc j'ai gardé ce principe et on le refait chaque année. On l'a fait un peu évoluer. Maintenant, on est parti sur je suis partie sur le verre numérique à la suite de ça. Et le verre numérique, en fait, c'est la même chose, mais en vidéo. Ça veut dire que l'idée, c'est de créer donc j'ai monté une équipe de travail pour pas être seule là-dessus, mais de faire une sorte de base de données des gestes et des techniques pour pouvoir aider les élèves dans leur apprentissage. Un élève a besoin de revoir plein de fois un geste pour le comprendre et de façon différente. Donc on va lui montrer en photo, on va lui remontrer par une autre méthode et on va lui montrer en vidéo. Donc avec tout ça, l'élève va pouvoir comprendre un geste et réviser à la maison sans qu'on soit derrière lui à l'aider, tout le temps. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire un cours inversé associé à des QCM et le vitrail ou l'objet qui sera filmé dans son déroulé, ils l'auront à l'école pour pouvoir observer les étapes et comprendre ce qu'il en est. Donc les débouchés. Les débouchés sont multiples. Ça peut être dans le secteur privé, donc c'est employé dans des très petites entreprises, parce que pour nous, une grande entreprise, ça compte une dizaine d'employés, ou c'est soit en s'installant à son compte ou en pépinière d'artistes. Nous, on est dans le secteur du patrimoine, donc la plupart du temps, c'est de la restauration, de la conservation, mais ça peut être également de la création. Ça peut être aussi de la poursuite d'études, comme évoqué au début, donc DNMAD, licence, master, mais ça peut être également le compagnonnage que j'essaie de remettre en route. Donc, c'est pour réaliser un tour de France des entreprises, le tout encadré et accompagné, et ça, c'est ce qui se demande de plus en plus. Je vous mets une petite vidéo qui était lors de nos journées portes ouvertes. Je vais juste couper le son. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais juste vous faire un petit résumé avant, pardon. Donc, pour résumer, enseigner et pratiquer sont indissociables. Ça permet vraiment de garder un contact avec la réalité. Et grâce à la pédagogie, moi, j'évolue dans mes pratiques et inversement. L'un se nourrit de l'autre. Quand on doit argumenter, expliquer un geste ou une technique, on doit le maîtriser parfaitement. C'est un savoir-faire rare et unique qu'il faut absolument partager et enseigner. Donc, j'essaye d'amener aux élèves à prendre plaisir à pratiquer, à développer leur passion et à maîtriser le geste, leur donner de bonnes bases et surtout de bonnes pratiques, que ce soit dans la protection individuelle ou dans la pratique pratique, pour évoluer ensuite dans de bonnes conditions en atelier, dans le monde du travail. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélie. Donc, on va passer la parole maintenant à Benoît. Très bien. Merci Aurélie. Moi, je vais vous parler de la verrie scientifique au lycée d'Orient. Donc, vous verrez que c'est assez différent puisque nous, on est sur un métier qui est beaucoup plus technique, même s'il y a de plus en plus de designers et d'artistes qui s'intéressent à ces techniques pour leur propre création. On est sur quelque chose d'assez technique. Je vais commencer d'abord par une petite historique de la section verrie, puisque de la même manière que le vitrail, on est sur des techniques qui sont très anciennes, avec une histoire assez riche. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des plateaux techniques, je vous présenterai un peu le lycée, comment ça se passe. Je vous ferai un focus sur le contenu pédagogique technique, qui sera la plus grosse partie de ma présentation, ou qu'est-ce qu'on enseigne concrètement en verrie scientifique à Dorian. Je parlerai aussi de la pédagogie appliquée à ce contenu technique. Enfin, je parlerai un peu des débouchés et on finira par un petit contexte de comment s'enseigne la verrie et de la verrie scientifique, des moyens qui sont à notre disposition et on finira par une petite conclusion.
Donc, il faut savoir que le lycée d'Orient n'a pas toujours été un lycée, hein. À l'origine, c'était un orphelin créé par la veuve d'Orient, hein, veuve de guerre contre la Prusse, en 1881. Et ensuite, ça a été transformé en école municipale en 83. Il devient ensuite une école supérieure. Et vous avez une photo de la façade qui est encore aujourd'hui actuelle, hein, qui date de 1903. Alors, vous verrez qu'il n'y a qu'une partie là à ce moment-là. En 1925, le bâtiment double de volume, puisqu'il fallait accueillir beaucoup plus de monde. Mais à cette époque-là, Dorian n'accueille pas encore de verrerie. On est toujours sur une dominante technique avec des mécaniciens, des ébénistes, des ferronniers, mais pas encore de. C'est en 1931 que la section verrerie s'ouvre à Dorian. Alors, vous avez des photos ici, initialement dans le bâtiment historique qui est côté avenue Philippe-Auguste, près de Nation, donc. Avec une photo archive des ateliers. Ça ressemble encore un petit peu, mais avec la modernité. En 1961, il y a quelque chose de notable puisqu'on arrive avec des machines-outils. Avant, tout se faisait en verre ordinaire, le verre sodo-calcique, qu'on appelait verre ordinaire. Au rez-de-chaussée du bâtiment historique, on amène des machines-outils. Alors ça, ce n'est pas une photo qui date de 1961, mais qui représente bien en tout cas l'atelier tel qu'il était à ce moment-là. En 68, donc le lycée des Feuillantines qui accueillait aussi la verrerie scientifique, donc qui est actuellement le cas de nous, on appelait ça les Feuillantines des Verriers, déménage à Dorian, et Dorian devient le seul et unique établissement public en France qui forme des verriers scientifiques. En 1993, il y a un nouveau bâtiment qui est construit côté rue Robert Essonnier de Launay, plutôt vers le métro Alexandre Dumas. Et en 1993, donc, le nouveau bâtiment est construit, les ateliers sont déménagés dans ce qui seront actuellement en 1994. Alors la photo vous montre le 3e étage, c'est au 2e étage, avec la salle de table et de tour. On a donc 2 niveaux de formation. On a un CAP en 2 ans. On a aussi un Greta au sein de Dorian, donc on propose des CAP en 1 an à des profils qui peuvent se le permettre, donc ont déjà un diplôme CAP ou supérieur et qui peuvent trouver le financement. On a aussi un bac pro en 3 ans, hein, en sachant qu'on s'axe plutôt sur des sorties de 3e, donc des élèves qui ont 14 ans, et puis après ça va jusqu'à 30, 35, 40 ans, ça dépend avec le Greta. Donc les plateaux techniques, on a la salle de table, hein, qui est la salle E201, en gros, la verrie sur table. Donc vous voyez qu'on a encore des postes de travail alignés un petit peu comme sur la première photo d'archive, mais on est un peu plus important, et puis surtout on a des conditions de sécurité qui sont du tout les mêmes. Il y a 24 postes de travail dans cette salle-là, on a 2 fours de cuisson. Sur la gauche, vous ne le voyez pas ici, mais on a une sableuse et une scie diamantée aussi pour tout ce qui est un petit peu travail à faire. De l'autre côté, donc juste à côté, attenante quasiment à la salle E200, on a la salle E203, qui est la salle des tours, où là, on va donc travailler sur des gros volumes et des machines-outils. Donc, il y a 6 tours ici, 6 postes de table qui sont corrélés avec un tour, puisque même quand on travaille au tour, parfois, on a besoin de travailler un petit peu à la table. Et on a 4 tourets qui sont sur la gauche de la photo, là qu'on ne voit pas ici, qui permettent d'initier un petit peu, notamment les premières, à du façonnage sur empreinte, des choses comme ça. Pour le contenu pédagogique technique, on commence par la base, hein, la sécurité. Donc, je commence par expliquer un petit peu les risques professionnels. C'est ce qu'on appelle en jargon la prévention des risques professionnels. Où là, je vais leur parler des EPI, les choses de sécurité, la blouse. Alors, on a une particularité aussi, c'est qu'on a des lunettes d'Idium, c'est des lunettes spécifiques qui filtrent la raie jaune du sodium et qui nous permet de voir le vert dans la flamme. Évidemment, comme toute protection oculaire, ça évite aussi, ça protège les yeux des projections, etc. On a aussi des gants quand on travaille notamment sur le tour, où on a besoin de se protéger les mains de la chaleur. Je vais balayer aussi tout ce qui est protection incendie, donc voilà, les extincteurs, le fameux triangle du feu pour expliquer un petit peu comment fonctionne un feu et ce qui permet de l'éteindre s'il y a un début d'incendie. Les fluides aussi, donc tout ce qui est l'installation, les normes des fluides avec les anti-retours, les vannes à pointeau, les vannes quart de tour, etc., les manos détendeurs, tout ça. Toute une partie ventilation aussi, hein, puisque les ateliers de verrerie scientifique brûlent des gaz, donc on a nécessairement besoin d'une ventilation, avec une bonne ventilation.
Donc, je vais évoquer aussi tout ça. Ensuite, on va parler un peu de technologie du verre, où on va commencer par une brève histoire. Alors, quand je dis brève, c'est sur quelques heures de cours seulement, donc on balaye vraiment très largement l'histoire du verre, en partant de la naissance du verre, entre guillemets, en Mésopotamie et en Égypte, pour aller jusqu'aux machines IS du début XXe siècle, et du 19e et XXe siècle, avec un petit passage aussi par les vitraux et le Moyen-Âge qui voit l'essor du vitrail. On parle aussi pas mal des outils du verrier. Donc là, vous avez des petites palettes graphiques qui servent à former le verre ou à toucher le verre en fusion au moyen d'outils. Puis vous avez surtout évidemment le chalumeau, où c'est important qu'ils comprennent la technologie du chalumeau, comment fonctionne un chalumeau et particulièrement comment fonctionne celui sur lequel ils sont formés pour pouvoir gérer les maintenances de premier ordre. On parle aussi pas mal composition, où je vais leur introduire des notions, qu'est-ce que quelque chose d'amorphe, quelque chose de cristallin, etc. Où on va parler de la silice en particulier, mais aussi tout ce qui est les fondants, les stabilisants. Je fais aussi une bonne partie propriété du verre, propriété mécanique, optique, physico-chimique, etc. Donc avec des notions voilà, de transmission de la lumière. Alors je leur montre des choses, surtout pour les CAP qui sont un petit peu au niveau pour eux, mais je préfère qu'ils, voilà, quitte à vulgariser le support, je préfère qu'ils aient des choses qui soient un petit peu plus concrètes et puis d'un certain niveau. Comme ça leur permet de reprendre leur cours après et de pouvoir évoluer par eux-mêmes. On parle aussi pas mal de fabrication du verre, donc la première fabrication des fours à bassin, les fours à pot pour la verrerie artisanale, de parler de la composition, de l'enfournement de la composition, tout ce qui est des étapes, la fusion, entre guillemets, l'affinage, la braise, etc., la notion de feeder, comment ça met dans les machines-outils. On va parler aussi pas mal de fabrication des tubes, puisque nous, en verrerie scientifique, on part principalement de tubes de verre, parfois un peu de baguettes. Mais voilà, notre matière première, nous, c'est des tubes déjà faits. Donc, c'est important de savoir comment c'est fabriqué pour aussi pouvoir détecter tous les petits défauts qui peuvent être inhérents à la fabrication. On va parler aussi pas mal de trempe du verre et de recuisson pour clore un petit peu le programme de première année et de la technologie générale du verre. Donc voilà, avec l'introduction de la larme de Batavik, on fait des petites larmes de Batavik en atelier, etc. Ils ont accès à un polariscope pour voir un petit peu les tensions dans le verre et comprendre un petit peu pourquoi on travaille d'une certaine manière ou pas au chalumeau. En deuxième année, ils vont travailler plutôt la technologie de transformation. Donc en fait, c'est tout ce qui est petits appareils qui ne sont pas forcément fabriqués par le verrier en lui-même, mais qui sont utilisés en verrier de laboratoire. Donc, classiquement, c'est les rodages que tous les scientifiques connaissent, comment ils sont fabriqués, comment ils sont désignés dans les normes, etc., pourquoi utiliser tel type ou tel type de rodage. On a tout ce qui est robinet et dérivés. Vous avez un rotaflow qu'on appelle la sous-côté, qui est pour les notions de vide. Bon, voilà. Tout ça, je pense que la plupart des scientifiques savent de quoi c'est. Donc, on leur parle de tout ça pour qu'ils puissent justement apporter des solutions techniques à des cas concrets qu'ils vont retrouver dans leur vie et dans leur métier. On parle aussi de tout ce qui est verrerie volumétrique, ça fait partie de la technologie de transformation, avec les dimensions, les calculs de dimensions par rapport au volume, tout ce qui est sérigraphie sur le verre aussi et marquage du verre, comment on détermine le marquage sur tel ou tel objet, etc. Comment on fait pour avoir un marquage qui soit suffisamment précis. On parle aussi beaucoup réfrigérant, puisque c'est les objets qu'on fabrique au quotidien. Dans certains postes, il faut être capable de proposer un réfrigérant plutôt qu'un autre en fonction de l'expérience qui sera menée et des besoins de l'utilisateur. On va aussi introduire, on travaille principalement le borosilicate en verrerie de laboratoire, mais on va aussi introduire le verre de silice, puisqu'il y a certaines entreprises pour des applications techniques qui utilisent pas mal le verre de silice, avec ses propriétés notamment de résistance à la chaleur, ses propriétés optiques, etc. On va aussi parler verre métal, donc tout ce qui est chaîne de verre, fusion du verre avec le métal, soudure verre métal, où il y a quelques entreprises aussi qui sont spécialisées là-dedans, et c'est un travail qui est très très spécifique, avec des verres parfois différents du borosilicate,
et voilà, comment on reconnaît tout ça. Donc ça, c'est plus des choses qui sont vues en théorie, puisqu'en atelier, on n'a pas vraiment le temps de former à ces métiers-là. Ça reste assez précis et particulier. Et donc, à partir du moment où on a une bonne formation en laboratoire, le passage avec ces spécificités-là se fait assez facilement. En terminale Bac Pro, plus principalement, hein, puisque là, on a balayé les 2 premières années, donc les CAP 1V, les CAP 1 et 2, les secondes et premières. En terminale, ils vont plutôt travailler sur de la technologie de conception. Donc là, ils vont utiliser ce qu'ils ont appris les 2 premières années pour concevoir des appareils de laboratoire en fonction de cas concrets et de mise en pratique. Les terminales aussi peuvent participer, pour ceux qui se sentent le plus costaud techniquement, à préparer le concours de meilleur apprenti de France. Donc, vous avez ici voilà, un plan qui leur a été donné d'une pièce de meilleur apprenti de France, et donc ils doivent voilà, réaliser ça avec l'étude de la pièce, ce qu'on appelle l'analyse de fabrication, que je détaillerai après, jusqu'à la réalisation de l'objet, avec un temps donné, avec une matière qui est limitée. Voilà. Et vous avez donc la pièce finie là sur la gauche, qui est une pièce qui a été réalisée par un de mes collègues pour justement vérifier le niveau technique, qui soit ni trop élevé ni trop bas. Donc, je vous parlais d'analyse de fabrication pour la pièce de MAF. C'est pareil, hein, on a un plan comme ça, comment on va s'apprêter à faire une pièce. Donc, ça, c'est une pièce qui est très simple, hein, de première année, où on commence en première année à introduire ce que sera l'analyse de fabrication, d'abord sur des pièces très simples. Donc voilà comment se présente une analyse de fabrication, hein. Donc on a des instructions, l'outillage nécessaire, on va avoir des numéros de phase de fabrication, etc. On va sur les fabrications mécaniques, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est. Où on va vraiment avoir voilà, toutes les étapes de montage. Donc ça tient sur une page parce que cette pièce-là est très très simple, mais il faut bien imaginer que sur une analyse de fabrication, sur une pièce de MAF, ça fait plusieurs pages et ça reste très complexe. Ça permet aussi d'appréhender un petit peu comment on va faire et pas se mettre en difficulté sur pas accumuler les difficultés quand on fabrique la pièce. Il y a toute une partie dessin technique aussi, où là c'est pareil, hein, c'est comme en techno, on part de la base puisque nos élèves arrivent et ont donc un niveau 0, c'est normal. Quel que soit l'âge, quel que soit le parcours, s'ils n'ont pas travaillé le verre, en général, ils ont un niveau 0 en technologie. En dessin technique, la plupart du temps, c'est le cas aussi. Alors, ça arrive sur certains profils qu'il y ait un peu de base, mais en général, le dessin technique en lui-même, c'est assez basique. Donc, je commence, moi, vraiment par la base, le tracé, hein, savoir valider si ça va faire un cercle avec un compas, un carré, voilà, placer les éléments dans l'espace, etc. On va travailler aussi beaucoup sur la vue et les projections, hein, puisque voilà, un dessin technique, ça a des codes, et donc il faut savoir placer des vues d'un objet en perspective, d'un objet 3D sur du papier, comprendre un petit peu en fonction des vues, arriver à se faire une image mentale en 3D de la pièce. Donc on part de choses très très simples, hein, voilà, typiquement à gauche, là c'est une pièce un exercice de dessin de première année. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus complexe où là, en fin de deuxième année, voilà, ils doivent réaliser ce type de dessin-là avec un cartouche complexe, avec différents éléments, des éléments de technologie de transformation aussi, hein, on voit des rodages, des tétiques, des choses comme ça. Alors, il y a une partie un doigt de gant, etc. En atelier, hein, c'est le plus gros morceau de la formation, puisque là, il s'agit de répéter des gestes professionnels. Acquérir un savoir théorique, c'est souvent compliqué déjà, mais un savoir pratique, ça prend énormément de temps. Ce n'est pas forcément complexe, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment répéter les gestes professionnels avec certaines opérations de base. Et on a donc quelques fondamentaux, hein, qui sont la rotation du verre, la chauffe avec le réglage de la flamme du chalumeau, ni trop forte, ni trop faible, au bon niveau, au bon endroit, etc. Et enfin, la lecture de la température du verre en fonction de sa couleur, hein, puisque on a une idée de la température du verre et de sa fluidité en fonction de ce qu'on voit et de la couleur et de la sensation qu'on a aussi au niveau des mains. Donc tout ça, c'est des choses qui font travailler la mémoire du corps et qui nécessitent de répéter énormément les gestes. On parle d'exercices très très simples, hein, donc en 3 ans, voilà, ils vont commencer par juste partir d'un tube et faire ce qu'on appelle des pointes ou des cylindres, hein, en respectant un certain nombre de cotes, avec une longueur de pointe, avec une longueur de cylindre qu'ils ne peuvent pas travailler,
etc. Et puis, on va jusqu'à des pièces très complexes avec des doubles soudures latérales, enfin, voilà, qui permettent donc de voir et de balayer un petit peu toutes les étapes de base sur ce qu'ils auront à faire comme exercice dans leur vie professionnelle. Évidemment, l'atelier, hein, comme je le disais, c'est très très long, donc ça reste une initiation. Hein. On a quelques heures par semaine, voilà, il y a quelques centaines d'heures, on va dire, dans chaque année. Donc ça reste une initiation et l'acquisition de bases. On essaye de consolider un maximum des bases et ensuite, ils pourront parfaire leurs techniques et leurs gestes tout au long de leur vie professionnelle. Il faut savoir que voilà, un verrier accompli, hein, on parle de 8 à 12 ans d'expérience qui correspond environ à 10 à 15 000 heures de pratique, qui est admis comme étant le nombre d'heures nécessaires pour devenir, entre guillemets, expert de ce. Au niveau pédagogique, eh ben, je vais partir de généralité, hein, c'est-à-dire qu'on a des textes officiels. Hein, ma collègue Aurélie vous a parlé des référentiels. Donc, on a des référentiels, des règlements d'examen, etc. Alors, les référentiels, c'est l'équivalent du programme. Hein. En maths, en français, on a des programmes. Dans les matières techniques, on a des référentiels. C'est le même principe, avec des compétences à savoir, etc. Il y a aussi les règlements d'examen, plein de textes officiels, des VO, des trucs comme ça. Ce qui nous donne enfin des cours sur 2 ou 3 ans, donc avec une progression pédagogique sur 2 ou 3 ans, qu'on scinde ensuite par année en fonction de qu'est-ce qui est prérequis pour avoir accès à tel autre savoir, etc. Ensuite, on les découpe encore par séquences pédagogiques. Alors ça peut être des séquences en fonction de l'objectif sur un cours, 2 cours, 10 cours, ça dépend. Et ensuite, on parcellise ça encore en séances de cours qu'on va détailler encore, minuter, c'est-à-dire voilà, on donne tant de temps pour que les élèves s'installent, on va interagir de telle manière pendant tant de temps, on va faire des phases d'exercice, des phases de cours magistraux, enfin, voilà, comment on va organiser une séance dans le détail. Et donc, vous avez, voilà, on part du grand en général jusqu'au minutage précis d'une séance. Dans chaque matière, hein, il y a des supports de cours qui sont distribués aux élèves. Alors moi, je travaille encore beaucoup sur papier, nous aussi, enfin mes collègues aussi, parce que je pense que le support papier est important, facile à transporter et important à manipuler. Donc ils ont des cahiers d'atelier, mais on a aussi pas mal de supports vidéo et on utilise aussi le NT pour des quiz, pour des transferts d'informations, pour voilà, tout un tas de choses, notamment leur rapport de stage par exemple qu'ils doivent faire sur logiciel, sur traitement de texte. La technologie, qu'elle soit technologie générale, technologie de transformation, ça se fait beaucoup en cours magistral. Hein. C'est principalement un cours descendant traditionnel, on va dire. On introduit beaucoup de petits exercices et je donne un cahier de techno à trous pour qu'ils puissent être quand même un minimum actifs. Parce que voilà, un cours magistral, surtout pour des CAP parfois en échec scolaire, c'est très lourd à faire. Donc en général, je ne dépasse pas 1 heure de cours. Et puis voilà, mais c'est un savoir théorique, il faut le voir comme ça. On essaye d'introduire un certain nombre de choses là-dessus. On fait parfois des cours inversés, c'est-à-dire qu'en fonction du groupe de classe que je vais avoir, en fonction de s'il y a des gens qui sont plus autonomes ou pas dans la classe, on va faire des cours inversés. Donc, je sais qu'une année, j'avais eu une personne qui avait travaillé dans le vitrail, donc tout ce qui était partie voilà, sur l'histoire du verre, la partie vitrail de Moyen-Âge, etc. Je lui avais demandé de potasser ce cours-là avant. Et puis, voilà, en début de cours, elles ont restitué un petit peu les choses à ses camarades. Voilà. Je mets aussi que les digressions sont acceptées parce que je me suis rendu compte que justement de digresser par rapport au cours, ça permettait justement de créer des moments de flottement qui reconcentraient un peu les élèves. Donc, on digresse assez régulièrement sur différentes choses, sur la science des matériaux, sur les comparaisons entre d'autres matériaux, etc. Puisque j'ai un cursus aussi de matériaux un peu plus large. Et donc, ça me permet voilà, de faire des digressions comme ça sur les sciences. Hein. On parle de transmission, voilà, pour le caractère amorphe, pour plein de voilà, notions. On digresse un petit peu dans la vie quotidienne. Et puis, parfois, les questions amènent aussi ce genre de choses. Ça permet justement d'animer un petit peu plus et d'avoir un cours magistral qui soit un peu moins
rébarbatif que voilà, le prof qui parle et les élèves qui écoutent pendant 2 heures. Enfin, les dessins techniques vont plus être en travaux dirigés. Donc, il y a une petite partie cours magistral avec les règles, pourquoi tel tracé, tel trait à cet endroit-là, tel trait à cet endroit-là, etc. Comment on place les vues, enfin bon, la petite partie théorique. Et puis, on va surtout faire de la mise en pratique, c'est-à-dire que une fois que je leur ai fait 10 minutes, un quart d'heure d'explication sur le sujet sur lequel on va travailler cette séance ou les 2 prochaines séances, ils font donc une mise en pratique où ils vont devoir dessiner eux-mêmes en faisant attention à voilà, où est-ce qu'ils passent le dessin, comment on le place, etc. Voilà, et toutes les notions de cours qu'on a vues. Et en général, c'est souvent des exercices à rendre parce que le dessin technique manuel est nécessaire dans notre métier et que c'est très long. Donc, il y a une petite partie en cours et la plus grosse partie se fait en travail personnel à la maison. Voilà, typiquement, je lance un dessin et puis ils vont devoir le terminer pour la semaine d'après ou 15 jours après, selon la difficulté. Pour la pratique de l'atelier, c'est surtout en autonomie, c'est-à-dire que l'idée étant qu'ils répètent les gestes et qu'ils arrivent à faire face à différents cas particuliers, on va essayer de les laisser travailler en autonomie. Donc, en première année, on étudie surtout les opérations de base, où là, typiquement, je vais faire un cours où je vais expliquer l'exercice, on va faire une démonstration commentée, et puis après, les élèves vont travailler à la réalisation de l'exercice. Et moi, je passe dans les rangs, je corrige les postures, je corrige les gestes, je réaffine le réglage de flamme, etc. Et tout ça, ça nourrit petit à petit l'apprentissage. En deuxième et troisième année, on va plus pouvoir, ils ont atteint un niveau suffisant pour pouvoir travailler par projet, où on va travailler sur des vraies pièces de verrerie. Et donc là, on va plutôt commencer par étudier la pièce, faire une analyse de fabrication, discuter de comment on va s'y prendre pour faire cette pièce, pour faire le montage, etc. Quelles problématiques on va avoir à faire face. Le prof fait une démonstration. Alors, soit d'une partie, soit de toute la pièce, ça dépend des pièces et de la complexité. Et puis encore, il y a cette partie de travail en autonomie qui est la plus grosse partie temporelle du travail d'atelier, où le prof est là pour guider, corriger les élèves au fur et à mesure. Pour les débouchés, alors on a une petite partie des débouchés qui est dans le secteur public, où c'est des supports de la recherche, donc je pense surtout à la réparation et la fabrication sur mesure de pièces, donc ça se fait en université, dans les CNRS et à Polytechnique. Et en général, c'est des niveaux technicien recherche-formation, assistant ingénieur, voire ingénieur d'études pour ceux qui ont réussi à évoluer le plus. La plupart du temps, c'est des techniciens niveau bac, comme dans la catégorie fonction publique. Catégorie A, B et A pour ceux à qui ça va. Et la plus grosse partie des débouchés, c'est dans le secteur privé, puisqu'on verra après qu'il n'y a pas de poursuite d'études après le bac pro, en tout cas en verrerie scientifique. Et donc là, c'est de la production en série. Alors, il y a du sur-mesure aussi, mais il y a pas mal de production en série. Donc, c'est très formateur aussi pour les élèves qui débutent leur carrière. Et les clients sont hyper variés. Donc, ça va les clients les plus classiques, on s'imaginerait, la pharmacie, la chimie pour les appareils. Mais on a aussi beaucoup d'aéronautique, d'aérospatial, notamment dans le verre métal et dans le quartz. Il y a les télécommunications. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'artistes et de designers qui demandent des pièces. Donc, il y a des entreprises qui travaillent pour la télé, pour des designers, pour plein de choses. La plupart du temps, c'est des entreprises qui sont soit des TPE, soit des PME. J'entendais Aurélie qui disait que les grosses entreprises dont les travails, c'était 10 employés. Nous, c'est pareil. Quand il y a 10 employés dans une entreprise, c'est une grosse entreprise de verrerie. Ça reste une PME. Et il y a pas mal d'entreprises où s'il y a 2 souffleurs, c'est un maximum. Parfois, il y a même un souffleur, un patron, et c'est la même personne. Alors, la question des poursuites d'études, comme je vous disais, il n'y a pas de cursus spécifique post-bac pro. Donc, soit ils se réorientent là-dessus. Alors, en CAP, ils peuvent évoluer en bac pro, ou même si la première année est commune, les 2 autres années sont un peu différentes. Donc, ils vont pouvoir faire un cursus un peu plus long, notamment pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de temps d'apprentissage. Donc, ils passent par un bac pro, par un CAP avant le bac pro, comme ça, ils font 4 ans au lieu de 3.
Donc, soit ils se réorientent, s'ils ne veulent pas travailler dans ce milieu-là, ils se réorientent. Et puis, il y a la question d'une poursuite. Alors, j'ai mis niveau 5 parce qu'il me semblait que ça avait été inversé, mais bon, l'idée, c'est de poursuivre en Bac+2, Bac+3, puisque avec les discussions que j'ai pu avoir avec certains membres de l'USTV, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est une question que je lance comme ça, un peu en l'air, à voir s'il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a pas un besoin ici pour faire le pont entre des masters spécialisés verts et le bac pro vérifié. Donc, pour parler des contextes et des moyens, je pense que voilà, vous avez compris que c'est une filière qui est très, très spécifique. Alors, nous, on est vraiment à profil technique, puisque les métiers sont dans le technique, mais on est sur un métier qui est très similaire au métier d'art. On est métier d'art d'ailleurs, et on a beaucoup plus en lien dans l'apprentissage de la fabrication, dans l'apprentissage du métier, avec les vitraillistes, avec les tailleurs de pierre, avec les bijoutiers, etc., et avec les électrotechniciens ou quoi. Donc, on est un métier d'art au sens académique du terme, et c'est important pour nous. Par contre, on est très spécialisé, c'est très, très spécifique, de la même que beaucoup de métiers d'art. Et donc, voilà, je renvoie à la capacité d'une très grosse structure comme l'Éducation nationale à gérer les spécificités en son sein. Donc, on sait que voilà, on a parfois des petites choses à ajuster. Pour parler un petit peu contexte aussi, voilà une grille horaire. Alors, c'est quelque chose qui a été modifié. C'est tiré du bulletin officiel donc, du 3 janvier 2019, qui est la nouvelle réforme, l'avant-dernier, maintenant ministre de l'Éducation nationale, avec un nombre d'heures par semaine. Vous voyez qu'il y a 1 heure de techno, 1 heure de dessin par semaine. On a entre 7 et 9h30 d'atelier par semaine, là où on en avait 2 à 3 fois plus il y a quelques années. On a de la co-intervention, donc pareil, en français et en maths. Alors, c'est entre 2 et 3 heures selon les niveaux, où là, on va prendre des parties du programme technique et on va le mettre en lien avec des parties du programme donc théorique de français ou de maths. Donc, typiquement, soit c'est de la recherche d'entreprise, c'est de la rédaction de CV, de lettres de motivation, de choses comme ça, avec le français. Ça peut être aussi pas mal avec les maths, où on a des calculs de coûts de matières premières, des calculs de volume, plein de choses comme ça qui sont en lien avec leur programme de maths. Enfin, on a quelques heures de chef-d'œuvre sur 2 ans, où là, l'idée, c'est de mettre en pratique ce qui se fait à l'atelier pour réaliser un projet qui sera un plus gros projet que les petits qu'on réalise au quotidien en relation. Donc, on a ça dépend des années, mais il y a une année, on a travaillé avec une artiste qui a exposé à Beaubourg. On a travaillé aussi avec le musée des arts et métiers, le musée des arts décoratifs. Enfin, bon, voilà, on a des partenaires comme ça, ou des artistes, des designers indépendants qui nous apportent des projets. Ça peut être aussi des projets internes. Et enfin, on a les stages, donc entre 4 et 8 semaines selon les niveaux, où là, voilà, ils vont parfaire leur fabrication, enfin leur cursus et voilà, ils se confrontaient au monde du travail et avec les différentes entreprises, puisqu'ils font au moins 2 stages, voire 3, voire 4 même pour certains. Et du coup, ils vont pouvoir aller voir différentes entreprises sur comment ça fonctionne concrètement, ce monde-là de l'entreprise, que ce soit en université, avec les variétés d'université ou dans le privé. Donc, en conclusion, comme beaucoup de métiers artistiques, on a un savoir-faire qui est historique et qui est rare, qu'il faut préserver. Et on est, comme je vous disais, la seule école publique, bien qu'il y ait d'autres écoles privées ou en apprentissage qui se montrent de plus en plus. On est le seul cursus qui permet à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se mettre, de payer une formation voilà, dans ce secteur-là. Elle est unique en France. On a un programme, comme vous avez pu le voir, à mon débit de parole, qui est assez dense, mais bon, on arrive à se faire quelque chose de correct quand même, et on sort des élèves qui sont employables et qui ont une insertion professionnelle, du coup, niveau 100%. 2 cursus, donc CAP, Bac Pro. Toujours pas de poursuite d'études dans le domaine, donc on se pose la question, voilà, peut-être d'un DMate, d'une mention complémentaire, un truc comme ça. Et on fait pas mal de choses avec les moyens qu'on a communs avec tout le monde.
Donc voilà le dernier slide pour l'école de soufflage de verre scientifique, qui est le nom sur les réseaux sociaux de la section vert du lycée d'Orient, avec tous les coordonnées pour nous joindre, soit nous, soit le lycée. Et enfin, merci beaucoup pour votre attention. Laurent, j'ai fini, je te laisse la main. Okay, ben merci beaucoup Aurélie et Benoît pour cette présentation qui fait un petit peu suite aux journées qu'on avait organisées au lycée Jean Monnet à Moulins, donc qui permet un peu de voir tous les lycées qui offrent des formations sur les verres, même bon, s'il en existe d'autres également. Alors, on a juste le temps pour quelques questions. Donc, il y avait Ronan qui demandait un petit peu combien d'heures durait en présentiel un projet. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu plus pour Aurélie la question. Les projets, c'est variable en fait. L'idée, c'est de ne pas perdre trop de temps sur un projet, sinon les élèves, on les perd également. Donc, ça dépend. Notre répartition horaire est quasiment la même que celle de Benoît. Donc, il faut imaginer qu'avec quelques heures par semaine, il faut arriver à tout boucler. Donc, ça dépend vraiment des projets, mais ça ne dure jamais plus d'un trimestre. Ok. D'accord. Et donc, j'ai compris qu'avec Benoît, il y avait des stages en entreprise et du coup, pour Oui. les vitraux, il y en a également des stages? Exactement la même répartition. Ça veut dire que c'est entre 6 et 8 semaines de stage par année, obligatoire. D'accord. Et donc, les élèves doivent trouver leurs ateliers ou vous recevez-vous des propositions des ateliers? Comment ça se passe? Il y a peu de structures, donc on les encourage à partir en dehors de Paris déjà. Et après, au-delà de ça, on leur demande de chercher seuls parce que c'est aussi leur apprendre à être un peu autonome et puis à chercher du travail plus tard. Mais on les accompagne clairement, on appelle les sociétés. Il y a quelques sociétés qui appellent pour dire qu'ils ont besoin d'employés plus que de stagiaires. Donc voilà, avec tout ça, on arrive à trouver. Normalement, globalement, on arrive à trouver des stages pour tout le monde. Oui, là-dessus, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'il faut savoir que les documents officiels et les textes officiels dont j'ai parlé, ils sont communs à tout ce qui est enseignement professionnel, que ce soit des métiers d'art ou pas. Donc Aurélie et moi, on a les mêmes contextes à ce niveau-là. Pour tout ce qui est des stages chez nous, c'est un tout petit milieu, la verrie scientifique. Je pense que le Vitrail, c'est un peu pareil. C'est un tout petit milieu. Donc, vu que ça fait 90 ans et 60 ans qu'on est les seuls, toutes les entreprises nous connaissent. Il y a 90% des verriers qui travaillent aujourd'hui qui sont passés par Dorian. Du coup, en général, c'est nous qui plaçons les élèves en stage. On connaît bien les entreprises et on connaît aussi les besoins des élèves. Donc, on essaie de concilier ça aussi. Pareil, là, cette année, par exemple, on a 5 ou 6 postes qui sont pour l'instant pas pourvus parce que tout simplement, on n'a pas d'élèves à mettre en face. C'est justement la question suivante. En termes de recrutement, vous faites comment? Est-ce que vous avez besoin de vous faire connaître? Comment les élèves viennent à vous? Alors, ouais, tu veux commencer par répondre? Non, vas-y. Là-dessus, c'est très variable. Nous, on a un recrutement national, on est les seules écoles, donc on n'est pas sectorisé comme beaucoup d'autres filières. En effet, on a toujours un besoin de se faire connaître, ça c'est évident. Les métiers d'art comme ça sont des métiers assez rares. Il y a plein de gens, quand on leur posait la question de savoir comment est fabriquée la verrerie de laboratoire, déjà il faut aussi savoir ce que c'est que la verrerie de laboratoire, et la plupart pensent que c'est des machines qui fabriquent tout. Donc, de toute façon, c'est des métiers qui sont méconnus et qui méritent d'être portés au jour. Après, ça dépend des années, ça fluctue énormément. Mais en général, oui, c'est des choses comme ça. On va directement vers les gens, on diffuse sur plein de choses. Et puis, voilà, ce genre de participation à des webinaires ou des choses comme ça permet justement de faire connaître les formations. Nous, par contre, on a un gros problème de recrutement, clairement. Le vitrail, c'est pas connu, donc à moins d'être un peu sensibilisé, on est comme pour Benoît, la seule formation qui existe, sauf qu'on n'a pas d'internat. Donc, même si c'est un recrutement national, pour pouvoir faire venir des jeunes, voire des mineurs sur Paris, sans leur proposer de logement ni quoi que ce soit, c'est toujours un peu délicat. Donc, on a un réel problème de recrutement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on participe à plein de programmes. Il y a un programme qui s'appelle « À la découverte des métiers ». Donc, là, je le fais en tant qu'indépendante et en tant que prof. Donc, l'idée, c'est de faire une conférence dans un lieu spécifique et à des classes de 3e et après de les emmener dans les lycées pro associés. Ça marche assez bien. Voilà. Sinon, on fait plein de salons, plein de journées professionnelles. On essaye de se faire connaître au maximum auprès des jeunes de collège. Oui, c'est pareil. Voilà, on a des problèmes de recrutement à peu près similaires. On arrive alors, ça dépend des années. Il y a des années où on refuse du monde. Et là, il y a des années où moi, j'ai des classes, ils sont 4.
Donc, ça, c'est aussi qui est un peu dommage. J'ai vu que Daniel avait posé une question aussi sur au niveau passerelle, là, donc je parlais un petit peu de cette passerelle, donc, la poursuite d'études en post-bac pro. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne s'était pas posé la question parce que c'était très spécifique et qu'il n'y avait pas d'utilité à avoir un niveau supérieur au bac pro. Pour l'instant, ça n'est qu'à l'état d'idée et de réflexion. Mais c'est vrai que voilà, on avait évoqué ça aussi avec toi, Daniel, je crois aussi avec toi, Laurent, sur le fait que voilà, les masters ou les thèses orientées vers sont très particulières. Et donc peut-être qu'il y avait aussi un intérêt pour des élèves qui n'avaient pas forcément envie de travailler comme ouvriers dans l'industrie ou quoi, en tant que verrier en tant que tel, mais qui étaient intéressés par le verre à avoir une possibilité de capitaliser sur ce qu'ils savent à l'issue du bac pro pour faire quelque chose les amenant à des niveaux plus importants et peut-être de la recherche. D'accord, très bien. Merci à tous les deux. On va conclure le webinaire maintenant, parce qu'il est l'heure. Donc, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau webinaire qui sera consacré au verre et à la pharmacie. Donc, on va revenir sur des préoccupations à la fois scientifiques et industrielles. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.